Mémoire de mon père. Séquence 1 bis. Puisqu'il faut commencer par quelque chose, peux-tu nous parler de tes plus anciennes années dans ta Guyane natale? Je me présente, je suis le grand-père d'Ophélie. Je suis né le 21 septembre 1940 à Cayenne, Guyane française. Je suis issu d'une famille de 9 enfants, en troisième position. Nous avons vécu en premier lieu dans la rue François Arago, au numéro 62. Nous y avons passé 6 ans, dont j'ai gardé de merveilleux souvenirs. Je peux dire que l'ambiance dans laquelle nous avons vécu était plutôt portée à la joie, aux échanges, aux réunions de famille. Beaucoup de femmes habitaient le même immeuble que nous, un très grand immeuble, avec une très grande cour. Si je dis beaucoup de femmes, c'est parce que aux heures matinales, les hommes étaient partis pour le travail. Et moi, gamin, je restais parmi les femmes qui étaient à la maison. Elles étaient assez nombreuses et circulaient le long des galeries de la maison. J'ai souvent épié leur conversation qui m'intéressait au plus haut point. Une coutume que j'ai retenue, c'est celle qui consistait à, le soir venu, à mettre des chaises devant la maison. Et je comprenais tout de suite que c'était le moment où ces dames allaient se réunir pour parler de choses et d'autres. C'était des réunions très amicales, très joyeuses et très continues. Elles sont restées toujours dans ma mémoire. Si bien qu'aujourd'hui encore, je revois ces femmes, je serais capable de les désigner par leur nom, par leur prénom même. Elles étaient habituées à moi comme j'étais habitué à elles. Elles ont joué un rôle particulier dans ton éducation, j'entends souvent dire. Voilà. Mon éducation doit beaucoup à ces dames. Leur conversation, leur façon de voir la vie, leur façon de s'accommoder les unes aux autres, leur façon de dire les choses. Je dois signaler qu'elles ne parlaient qu'en créole. Vu qu'elles étaient pour la plupart peu lettrées, la maison où nous habitions était composée de 3 grands étages. Et il y avait bien dans cette maison 6 à 7 familles. Si bien que du matin au soir, les escaliers étaient parcourus en long et en large. Une anecdote assez plaisante, les lessives se faisaient d'un étage à l'autre. Alors quand une dame avait terminé sa lessive au second ou au troisième,
elle prenait la précaution de crier l'eau. C'était comme chacun savait à ce moment qu'il fallait se mettre sous les abris, sinon on était envahi par de l'eau sale, parce que c'était l'eau qui avait contribué au lavage du linge ou d'autres choses encore plus sordides. C'est-à-dire que l'eau coulait à l'intérieur de la maison? Oui, alors c'est pourquoi quand les dames criaient de l'eau en créole, je dis de l'eau en créole, mais en français c'était l'eau, tout le monde se mettait à l'abri, mais ça veut dire attention, quelqu'un qui était à l'étage avait terminé sa lessive, et donc il lançait carrément l'eau, parce qu'il n'y avait pas de canot, il n'y avait pas de tuyau, il n'y avait rien. D'accord. Donc il fallait, c'était les instruments du bord, quoi. Et tout le monde s'en accommodait, ça n'a jamais fait de dispute, ça n'a jamais créé de zizanie. De conflit. Absolument rien. Tout le monde était. Chacun était d'accord avec tout le monde. En fait. Le soir venu, aujourd'hui encore, je m'en souviens, on rangeait des chaises, parfois des bancs, devant la porte de la maison. Et les femmes venaient s'asseoir. Je savais que c'était pour se raconter des faits divers, des histoires, des blagues qui sortaient de tout un chacun et qui animaient la soirée. J'ai retenu de ces moments qu'on peut être heureux à plusieurs, mais comme nous ne sommes pas d'une même famille, et on peut vivre en bonne compagnie, même quand nous sommes entre familles pauvres, l'argent n'était jamais le souci chez nous. Nous vivions heureux sans jamais parler d'argent, sans jamais parler de besoins, de nécessités. C'est que le manque d'argent ne créait pas de tiraillement entre vous? Absolument pas. À aucun moment. Du reste, les gens n'y pensaient pas. On ne parlait pas d'argent en fait. Parce que l'argent, on avait l'impression que c'était quelque chose de secondaire, ça n'avait aucune importance. Quand on en a, c'est tant mieux, quand on n'en a pas. Du reste, les bonnes femmes disaient souvent Dieu nous l'a donné, Dieu nous l'a repris, merci mon Dieu. En créole, ça donne quoi? En créole, ça veut dire Dieu, banouille, bon Dieu, repogne, merci quand même, mon Dieu. Du reste, on retrouve cette phrase dans une chanson de Harry Belafonte. Merci mon Dieu, regarde comment la misère est venue pour moi. Et Belafonte la chante en créole. Merci mon Dieu, regardez comment la misère est venue pour moi. Et ça se termine en disant merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Là, il y a bien cette rencontre de folklore hein, qu'on va trouver jusqu'aux Antilles, à Tahiti par exemple. Non, à Haïti, pardon, à Haïti. Et il y avait de l'entraide entre vous, en fait? C'est-à-dire que vous formez une petite communauté? Il y avait de l'entraide dans la mesure où on commençait souvent les conversations lorsqu'il y avait eu un mauvais coup dans la journée ou la veille. Enfin, à partir du moment où ce mauvais coup était venu à la connaissance des autres. C'était prioritaire, on en parlait tout de suite. Vous savez, un tel, il est assez malheureux. On doit faire quelque chose pour le soulager d'une façon ou d'une autre. Et on allait assez rapidement voir dans quelle famille quelqu'un effectivement éprouvait un malheur ou un autre, ne serait-ce que pour venir le soulager, ne serait-ce que pour lui dire nous sommes avec toi, nous sommes à côté de toi. Et ça comptait beaucoup pour ces gens-là. Il y avait une vie extérieure aussi, tu parles beaucoup de la maison, mais de cette maison donc à 3 étages, mais est-ce que vous vous retrouviez souvent dehors pour jouer C'était plutôt... Non, on ne peut pas dire, parce que dehors, si c'était la rue carrément, on se retrouvait habituellement, entre parents, entre amis, c'était pas toujours les mêmes gens. Il pouvait avoir une séance où il manquait une famille, on manquait une autre. On demandait d'abord pourquoi une telle est absente. Et si on savait pourquoi, on le disait. Si on ne savait pas pourquoi, on s'était puis on passait à autre chose.
Mais en fait, je dis ça, mais moi j'étais spectateur, je ne parlais pas, je n'ai pas le droit de parole, j'avais 5 ans. 5 ans, 6 ans, jusqu'à 6 ans, j'étais encore dans la maison. Et les gens qui parlaient, c'est pourquoi je mets l'accent sur les femmes, parce qu'en fait, c'est elles qui animaient la maison. On avait dans la maison, en spectacle, si on peut dire, que celui que créaient les femmes. Soit en parlant, soit en chantant, et chantaient souvent les femmes. Du reste, c'est à cette époque-là que j'ai une anecdote. Nous avons connu, dans les années 1945, un des premiers disques qui avait été acheté par un des habitants de l'immeuble, qui s'appelait Ulysse. Alors ils étaient deux dans la même chambre, deux jeunes, Ulysse et Marcel. Ulysse et Marcel. Marcel c'était un homme. Et ils avaient le premier disque qui était sorti en Guyane, qui avait été acheté par des Guyanais et qui venait de France. Et ce disque-là, je m'en souviens encore, je m'en souviens toujours, c'était Je voudrais un joli bateau pour aller les pieds nus dans l'eau, avec papa, avec maman. Et puis encore quand je suis avec là. Alors c'était le disque. Alors, quand on a un disque comme ça, tu sais, tu l'entends 10, 20, 50, 100 fois dans la journée. Et le soir, c'est toujours le même disque. Alors, du reste, parfois, les femmes, pour rigoler, disaient, mais alors, le disque, ça va commencer, hein, il n'y a pas de disque. Alors, vite, il commence sur le disque, et tout ça, ça tournait, une manivelle qui tournait. C'était manuel en fait. Ouais. Une manivelle qui faisait. Non, le disque tournait à partir de la manivelle, mais il fallait tourner assez longtemps et laisser tourner tout seul après pour que le disque aille jusqu'au bout. Mais alors, combien de fois on a entendu ce disque? Des centaines de fois, des centaines de fois. C'est pourquoi jusqu'à maintenant, j'ai encore les paroles. Et l'air dans la tête? Ah oui, l'air était dans la tête. Mais qu'est-ce qui se passait quand il y avait ce disque? Vous étiez à danser Pour les femmes, il y en a qui dansaient, effectivement, les femmes les plus jeunes. La maman d'Alain, par exemple, Flore. Tu as connu Alain, tu vois qui c'est Alain? Oui, je vois très bien. Voilà, Alain, tout ça. Ton cousin? Ils sont nés là, tu vois ça. C'est ton cousin, Alain? Oui, oui, c'est mon cousin Alain. Il est mort, tu vois, je le sais. Oui. Bon. Alors donc, ça commençait comme ça. Il y avait toujours une petite entrée. Si c'était pas un disque, c'était autre chose, mais il y avait un mot d'entrée, il y avait une parole d'entrée, il y avait une histoire d'entrée. Il y a toujours une femme qui s'est levée et disait j'ai quelque chose à dire, hein, avant que la réunion se fasse. Il est arrivé ceci à monsieur et madame Intel. On l'a su ce matin. Alors si vous pouvez faire un petit geste, un petit mot, ça lui fera plaisir, ça le consolera. Tu vois, on s'occupait les uns des autres. Mais en fait, je crois avoir compris et retenu que les femmes faisaient sciemment, en tout premier lieu, les discours qui étaient moins joyeux que d'autres. Par exemple, si t'es arrivé quelque chose d'assez malheureux à quelqu'un, on commençait par ça. Histoire de dire, bon ça c'est douloureux et tout, on va le... Presque l'évacuer en plus. Voilà, c'est plutôt ça. On va l'évacuer et on passera à la rigolade du jour. D'accord. Quand la rigolade, c'est des histoires qui partaient d'un lieu à un autre. Il y en a même des fois qui reprenaient l'histoire. Tu te souviens la dernière fois quand il y avait une histoire que tu avais sortie qui disait que eh bien, j'ai la suite de l'histoire, j'ai la fin de l'histoire. Vous n'avez pas tout dit. Alors ça continuait comme ça. Si bien que de fil en aiguille, tout le monde avait toujours quelque chose à dire. Tu vois, on ne venait pas les mêmes vides. Alors si tu penses à des femmes comme ma grand-mère, maman Adèle, tu vois, toujours à côté de maman, notre mère, Danielle, sa fille, donc, c'est moi j'ai vu la dernière fois. Il y avait les sœurs de maman Adèle, il y avait une tante Élise, et la fille de tante Élise, c'était la maman d'Alain et d'Yvon. Mais elles, rien que ces deux femmes-là, elles ont une histoire extraordinaire. Parce qu'elles ont abouti à Cayenne, à la nage. Elles venaient d'un navire qui les avait largués au large. Parce que c'est un peu comme aujourd'hui, là, pour les migrants. Les immigrants, effectivement. Tu vois, elle a vécu cette histoire-là.
Mais elles ont traversé toutes les deux la mer à la nage sur une dizaine de kilomètres. Ils ont fait 10 km à la nage? Ah oui, oui, depuis les îles du Salut. Parce qu'on les a larguées avant les îles du Salut, en disant si vous pouvez vous sauver, vous faites comme vous voulez et tout. Elles sont arrivées toutes les deux épuisées. Mais elles venaient d'où? Elles étaient véhiculées comme esclaves, on cherchait à les vendre. Mais celles qui arrivaient à s'échapper, elles s'échappaient, et bien sûr, on ne pouvait pas les vendre puisqu'elles s'étaient échappées. Mais celles qui n'ont pas réussi à s'échapper et qui étaient restées dans la barque, on les vendait après à ce qu'on appelle des maîtres du terrain, des gens qui possédaient des terrains. D'accord. C'était vers la fin du 19e siècle, cette histoire-là? Ah non, c'était au début du 20e quand même, parce que moi je suis né en 40, Oui. et ces femmes étaient plus âgées que moi. D'accord. Mais l'esclavage était aboli à cette époque-là. C'est ça que je comprends pas. Ah, mais il y avait quand même des gens qui vendaient des esclaves. Au début du XXe siècle? C'était aboli sur le papier, D'accord. tu vois. Tu veux dire qu'au début du XXe siècle, aux alentours de la Guyane, il y avait encore l'esclavage? Oui, Guyane, Martinique, Guadeloupe, oui. D'accord. Et ces femmes? L'esclavage se faisait, si tu veux, en catimini, les gens, les propriétaires essayaient de ne pas se faire prendre, mais même le gendarme, quel gendarme ira arrêter un gars qui est riche et qui dit moi je veux l'acheter, je paye pour ça. Tu vois, ça se faisait encore. La loi française ne pouvait rien pour gens de faire fait. La loi c'était le papier. Les gens disaient, on a connu des gens qui étaient encore esclaves et qui disaient il faut que j'aille vite parce que mon maître va me chasser. D'accord. Ils disaient que si son maître le chasse, il n'y aura plus de nourriture pour tant de jours, ou alors même il mettait les mains dans les chaînes et tout. Tu vois, il y avait encore un Roland d'esclavage qui vivait aussi bien dans toutes les Antilles, Antilles. D'accord. Et pour revenir sur ces deux personnes qui ont quand même parcouru 10 km à la nage, À la nage. c'est quand même énorme. Quand elles te racontent ça, c'est époustouflant. Elles te racontaient vraiment leur épopée. Quand elles ont quitté le bateau, le gars leur dit allez-y, mais si les requins vous mangent, nous n'y sommes pour rien. Mais c'était pour en faire peur. Mais en fait, il y avait des requins, effectivement. Et il y a d'autres personnes qui étaient avec elle et qui n'ont pas pu échapper, Qui n'ont pas pu. qui sont noyées. Eh oui, comme les autres, ils prennent énormément de risques quand ils partent du bateau. On dit vous ne montez plus parce qu'il n'y a pas de place. Et tout, c'est au petit bonheur la chance. D'accord. Au petit bonheur la chance. Mais il y avait encore des Rolands d'esclavage qui étaient. Qui étaient ces deux personnes, donc, par rapport à toi, le lien familial? Alors, quand je parle de maman Élise, non, c'est tata Élise. Mais nous, on disait tante Élise. D'accord. Donc c'est ta tante. C'était une des demi-sœurs de maman. Ouais. Demi-sœur. Et sa fille, donc, la fille de tante Élise, qu'elle avait eue avec un autre esclave, c'était la future mère d'Yvon et Yvonne. En fait, il est plus jeune que moi, Yvon et Alain, ils sont plus jeunes, ils ont quand même bien 6 ou 7 ans de moins que moi. Hein. Ce que tu dis en fait, c'est qu'une génération au-dessus de toi, l'esclavage a perduré. Enfin, l'esclavage à peu près. perdure encore. À peu de choses près. D'accord. C'était la fin de l'esclavage, comme tu dis, pas sur papier, mais... Je te parle de ces deux-là, d'Élise et Flore, mais il y avait d'autres gens qui habitaient l'immeuble, ça se voyait très très bien, c'était des dames qui venaient d'Afrique. Il y avait une dame qui s'appelait Madame Condou. Tiens, tu vois un nom qui me revient. Madame Condou, ça s'écrit C-O-N-D-O-U-X. D'accord. Mais tu as dû connaître la fille de Madame Condou. Parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, une fois à Cayenne, on est allé manger un soir avec deux femmes. Une qui était très claire de peau et une qui était son amie, plus jeune, et qui s'appelait Myrta. Peut-être, je me souviens. Celle qui était très claire de peau, c'était celle qui nous avait prêté son appartement pour le séjour. Oui. Tu te souviens d'elle? Oui, ça me dit quelque chose, effectivement. Eh bien, elle était venue pour la remercier. On lui avait dit qu'elle viendrait manger avec nous. Nous sommes allés dans un resto chinois. On a mangé chez un chinois. Et il y avait ces deux-là avec nous. D'accord. Myrta, qui était sa petite amie, et elle, qui était une dame que nous avons connue, c'était du temps du cinéma de papa. Parce que le mari de cette dame-là, c'était un électricien. C'est lui qui réparait l'appareil de cinéma de papa quand il était à Paris. D'accord. Juste pour revenir sur l'ambiance dans ta première maison, Oui. Comment ça s'est passé entre frères et sœurs? Vous te souviens un peu de l'ambiance entre vous? On n'a pas été nombreux là, parce que nous sommes restés là seulement jusqu'en 46, j'avais 6 ans.
Donc, quand j'avais 6 ans, moi, Josiane avait 3 ans, Georges avait. Ah oui, j'avais 6 ans. Josiane est née 3 ans avant moi. Donc elle avait 9 ans, Josiane. Ah oui, Tu as calculé à l'envers. effectivement, j'ai D'accord. calculé. Josiane avait 9 ans et Georges avait 8 ans. D'accord. Il y avait un an entre Georges et Josiane, il y avait un an entre Georges et moi. Et il y avait pas d'autres enfants derrière toi à cette époque-là? Et non, j'étais le troisième. D'accord, mais le Sur quatrième, 9 cinquième, enfants. le quatrième, cinquième n'était pas encore né. Le quatrième, donc, Christian, donc, Hmm. a dû naître dans l'autre maison. Dans la deuxième maison. Ouais. D'accord. Christian, Marie-Diane et tout ça, c'est Et venu. entre vous trois, alors, tu as des souvenirs Entre des nous enfants? trois, des souvenirs de nous, ah ben, nous étions des enfants de la maison. Assez souvent, on se faisait chamailler par les femmes. Je dis chamailler parce que c'était un créole. Les femmes, parce qu'elles disaient toujours, mais vous êtes toujours dans nos pieds, là, vous nous gênez, on ne peut pas travailler. Tu vois, des choses comme ça, attendez. Oui, hein. Alors, par exemple, quand il y en avait une, c'était son tour de nettoyer la galerie. Elle voulait bien le faire, mais elle dit, les enfants, là où ailleurs, ou alors dans la cour. En créole, ça donnait quoi, à peu près? Ça donnait. Alors, du reste, on ne disait pas les enfants, on disait Timamaï. Timamaï, c'était les enfants. Du reste, on dit encore en vieux français la marmaille. Oui. C'est les enfants d'une famille, tu vois. Alors, tout ça, il y avait toujours de l'ambiance dans la maison. Il était rare de ne pas entendre parler une femme, soit pour houspiller les enfants, soit pour dire je veux faire ceci, mais toi tu dois faire cela, soit pour dire bon, fais attention, je vais faire la vaisselle, attention, je vais jeter l'eau, je le dirai à tout le monde. On va dire l'eau, et puis les gens savent que c'est ça, et puis l'eau. Il y a parfois des trucs assez curieux, parce que des gars qui étaient venus à la maison voir une fille, tu vois, ils n'ont pas compris ce qui se passait, et leur costume était mouillé. Parce que l'eau venait de là. Oh, ils n'ont pas compris. Ils pensaient peut-être que la dame qui la représentait, ils sont passés quand même, juste au moment où elle jetait l'eau. Et finalement, ce sont des petits incidents qui arrivaient assez souvent. C'était un peu tout le temps en mouvement, en fait, dans cette maison. Constamment en mouvement. Et les bonnes femmes, quand il y avait un incident comme ça, elles étaient les toutes premières à venir à dire, mais ça vous apprendra à faire l'intéressant. Et puis, de toute façon, est-ce que vous avez vu que les gens ici s'habillent comme vous? Non? Alors vous n'avez qu'à vous faire voir ailleurs. Elle savait très bien qu'il venait pour une fille ou pour une autre, mais elle préférait le chasser, tu vois, c'est une façon de... Avec beaucoup d'humour. Ah, absolument, absolument. Alors il y avait ça, il y avait le 10, il y avait tout ça, il y avait beaucoup de choses qui retenaient notre attention. Nous, on était dans tous les petits coins, tu vois. Et C'est un des meilleurs souvenirs de ton existence? il y avait le Régis aussi, dans le même immeuble. Le Régis était au 2e étage, nous étions au 3e. D'accord. Alors il y a eu Monsieur Régis, Madame Régis et tout. Tu vois. Et c'est un Claude avait le même âge que moi. D'accord. Tu vois, à quelques mois près. Claude était né au mois d'avril, je me souviens très bien, et moi au mois de septembre. C'est De la même année. pour ça qu'on vous dit frère de lait, en fait. On dit ça. On a dit frère de lait, mais en fait ça avait son importance. Maman nous expliquait une fois qu'il lui manquait du lait. Alors c'est Madame Régis qui m'a donné le surplus de lait. Puisque à certain moment, son fils était. Elle ne portait plus de lait, elle n'avait plus de lait, puisque le fils était déjà sevré, on dit. C'est vrai. Donc, elle avait dit à maman qu'elle pouvait l'aider pour ça. Et donc, j'ai eu du lait de Madame Régis. C'est pourquoi on se disait, maman disait toujours, vous êtes frère de lait. D'accord. Parce qu'on buvait le même lait, effectivement. Et cette période-là, c'est un de tes meilleurs souvenirs d'enfance? Ah, pour moi, c'est les meilleurs souvenirs de cette période-là. Parce que s'il y a des choses qui me reviennent, c'est toujours en priorité de cette période-là. Bien sûr, les choses sont venues après, elles sont venues longtemps. Il y avait le fait aussi, alors, quand il y avait grande fête là, c'était c'était le soir de match. Parce que papa, le père de Régis, et il y avait encore 2 autres jeunes, ils étaient un peu plus jeunes, ils jouaient en équipe secondaire, mais du même club. Le club s'appelait le Sport Guyanais, avec un maillot jaune et noir. Tu vois? Quand il y avait un match, après le match, on se réunissait dans la grande cour. Alors ils venaient chacun voir, ils venaient en chantant, ils se frappaient sur le dos, ils avaient tant de chansons du club. Maman était là, alors si tu vois, maman à ce moment-là, elle était heureuse comme tout. Maman et tous les gens étaient là. Les femmes se faisaient un devoir, tu vois, de venir servir les hommes. Alors les hommes, tu sais, ils chantaient le genre de chansons, des chansons paillardes, quoi, tu vois. Monsieur disait,
Tu vois, des chants comme ça. En créole, c'est un peu. Alors, il chantait moitié créole, moitié français et tout. Et puis il disait, alors les femmes, à quelle heure nous allons boire là? Où sont les bières? Et c'est, tu vois, ça, tout ça pour faire. Alors, elle venait tout de suite, elle mettait les bières sur la table, elle des boutonnets et tout. Ah, mais c'était une ambiance. Le samedi soir, c'était vraiment l'ambiance d'après-match. Okay. Il jouait au football, Thomas, pas, ou c'était juste des supporters? Il jouait. Je crois même, à un moment, il était capitaine de l'équipe qui s'appelait Sport Guyanais. C'était la meilleure équipe en Guyane à l'époque? Oui, il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait que 5 ou 6. Maintenant, ils sont une douzaine au moins, tu vois. Et donc il y avait une grosse ambiance à la sortie des matchs. C'était la troisième mi-temps en Guyane. Du reste, moi, automatiquement, dès l'âge de 12, 13 ans, j'ai fait partie du Sport Guyanais, jusqu'à un jour où j'avais 15 ans, je me suis pris de querelle avec le président parce qu'il avait fait l'équipe. J'avais dit non, je ne veux pas cette équipe-là. Je vais donner une équipe de la semaine, c'est pas cette équipe-là que vous avez mis, on m'avait promis une autre équipe. Alors, l'entraîneur, il a dit, moi je suis désolé, l'équipe a été faite déjà, le président est d'accord. Je dis non, si c'est ça, je m'en vais, je ne veux pas. Qui je vois arriver, qui descend de l'escalier? Le président. Et puis il sort sa ceinture, et puis il dit, il y en a qui ne sont pas d'accord avec l'équipe que nous avons composée. Et puis bon, ça s'est toujours bien comme ça. Il croyait me faire peur. Je n'ai pas bougé, je suis resté assis. Et comme j'ai vu qu'il s'approchait de moi, je me suis levé, poliment, il a absolument dit, et je suis parti. Et le lendemain, il m'a fait chercher partout. Partout, il m'a fait chercher. Il a dit, allez, ramenez-moi quelqu'un avant le match. Je veux le voir, je veux lui parler. Il ne m'a pas vu parce que j'étais déjà allé chez le concurrent d'en face, qui m'avait dit, tu signes demain pour nous, tu signes demain, tu es chez nous, aucun problème. Comment il s'appelait le concurrent en face? Alors, le concurrent, c'était le président du Red Star. Et c'était monsieur, il y avait le nom d'une boisson, enfin, une boisson qu'on prenait, que papa prenait souvent, c'était une boisson qui donnait comme il disait, du peps. Et bon, ça c'était l'anecdote supplémentaire.